Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être en direct sur Télé Africa dans le cadre de votre émission Débat politique, économique et social, l'édition spéciale. On va revenir sur cette récente sortie du médiateur de la République, Laure Olga Ngonjo, qui a fait une déclaration dans laquelle elle a mis le curseur sur un ensemble des facteurs bloquants, selon le médiateur de la République, qui favoriserait une crise dans notre pays, crise politique, crise économique, crise sociale. Et d'ailleurs, elle a fait la une de certains journaux cette semaine, notamment Missamou, qui titre à sa une « Appel du médiateur de la République, le chaos ou la paix, la nouvelle République. Ngonjo enlève son corps et prédit un chaos » où le journal L'Homme, Ngonjo met Ali devant ses responsabilités. C'est là quelques-unes des journaux qui ont paru donc cette semaine dans les cœurs. Que pour parler de cette actualité relative à cette déclaration du médiateur de la République, je reçois dans cette émission Paul-Marie Ngonjo. Il est secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, une formation politique de l'opposition gabonaise. Je reçois également Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire, parti de la galaxie de l'émergence. Je reçois aussi le journaliste et analyste politique Michel-Philippe Nzé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous parlions de cette actualité relative donc à la sortie récente du médiateur de la République, Laure Olga Ngonjo, je l'ai dit, qui dans son propos a mis le curseur sur un ensemble d'éléments qui mettent en lumière une espèce de crise latente ou qui couvre une chape de plomb qui couvre sur notre pays. Elle a parlé de crise politique, crise sociale. Elle souhaite que les acteurs politiques de tous bords dialoguent pour qu'on connaisse un déroulement de l'élection attendue au mois d'août prochain de façon apaisée. Je veux commencer par Michel-Philippe Nzé. Est-ce que vous pensez que cette sortie du médiateur de la République est dans l'air du temps? Non seulement cette sortie est dans l'air du temps, mais elle tombe à point nommé. Il n'est pas besoin d'avoir 4 yeux pour voir ce qui se passe ou 4 oreilles pour voir ce qui se passe dans le pays en termes de dégradation du climat social, du climat politique essentiellement. À travers les déclarations, va-t-en guerre, les pamphlets, voire les insultes, les outrances de langage qui, à mon avis, sont aujourd'hui le quotidien des Gabonais à travers les différentes publications et même de la part de certains acteurs politiques de premier plan. Cela pour dire qu'à ce train-là, il n'est pas besoin d'être sorcier pour savoir que tout cela ne présage pas de lendemain ou encore moins d'une campagne électorale, d'une élection présidentielle sereine. Et c'est que la tradition chez nous est telle que généralement, c'est après l'élection présidentielle qu'il y a des troubles. Il y a souvent quelques tiraillements. Mais il est à croire que cette fois-ci, les troubles pourraient commencer un peu plus tôt. Et je pense que Madame le médiateur de la République a été dans son rôle, parfaitement dans son rôle, de faire cette sortie qui, à mon avis, s'adresse à tous les acteurs politiques, à tous les acteurs qui interviennent dans le champ politique, que ce soit les acteurs sociaux, que ce soit ceux qui, dans le domaine confessionnel, interfèrent également dans les processus électoraux et dans le débat politique au Gabon. Je pense qu'il est la responsabilité de chacun, se sentant ou pensant constituer une partie de l'élite gabonaise, de pouvoir aujourd'hui s'approprier cette sortie, cette importante déclaration de Madame le médiateur de la République, histoire de rappeler aux uns aux autres ce que les actes ou les déclarations des uns ou des autres et des autres pourraient éventuellement engendrer dans notre pays en termes de dégâts. Elle n'a pas parlé de chaos. Elle a appelé la nécessité que nos acteurs ont de pouvoir dialoguer, de pouvoir se mettre d'accord sur un minima afin que les choses se passent bien dans l'intérêt du pays, pas dans l'intérêt d'un camp. Paul-Marie Ngonjo, alors le médiateur de la République a dressé un tableau plutôt sombre de la situation politique dans notre pays, qui prévoit actuellement dans notre pays. On sait que l'opposition gabonaise et une partie de la société civile ont appelé à une organisation d'une conférence nationale souveraine il y a 2 ans de cela, je pense, ou il y a 4 ans de cela, et un dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition, ou du moins l'Union nationale que vous représentez ce soir sur ce plateau, est favorable à ce qu'il y ait un dialogue au sein de la classe politique nationale? Bien, merci d'abord pour l'invitation qui m'est faite de venir à votre émission.
Nous avons reçu Madame le médiateur de la République à l'Union nationale, qui en avait fait la demande parce qu'elle visitait un certain nombre d'acteurs politiques, d'acteurs sociaux et d'acteurs économiques pour s'enquérir de la situation de notre pays. À l'Union nationale, je le disais tout à l'heure, nous l'avons reçu et nous avons fait part de nos critiques sur la manière dont l'État était géré depuis un certain nombre d'années. Nous avons aussi fait la critique sur le blocage du climat politique. Bien entendu, le blocage sur le plan social est qu'elle-même a dit alimenté par la crise économique. Donc, pour nous, sa déclaration venait simplement à point nommé de ce que nous lui avons dit. Maintenant, je dirais que le médiateur de la République a déjà fixé au moins une chose. À quoi sert un médiateur de la République en République gabonaise? Parce que nombre de personnes ont été surpris de sa sortie et pour tout ce qu'elle a dit. Et il y a aussi que le médiateur a fait part de tout ce qu'elle a entendu lors de ces différentes rencontres. À l'Union nationale, nous avions en 2012, alors que notre défunt secrétaire exécutif André Mbaobam, le président du parti Zachary Miboto et d'autres s'étaient rendus à l'Élysée le 3 juillet 2012. Au sortir de cette audience à l'Élysée, ils avaient effectivement préconisé la tenue d'une conférence nationale souveraine. Le chef de l'État s'était fendu d'une déclaration devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, en septembre de la même année, pour dire qu'il ne parlerait pas avec ces gens-là. C'était une déclaration osée et nous avions effectivement été, on va dire, déçus de ce que le chef de l'État, alors que nous lui demandions de pouvoir effectivement s'asseoir et de traiter les problèmes de la nation, balaye d'un revers de la main cette demande de notre part. Donc, ce que Madame le médiateur de la République demande aujourd'hui n'est pas nouveau pour nous. Nous avons toujours dit que si nous voulons que les choses changent et se passent correctement dans notre pays, il est souhaitable que nous puissions nous asseoir et que nous puissions tous parler ensemble. Et je crains que cela puisse être trop tard, parce qu'en face, nous n'avons pas effectivement le retour de personnes qui souhaiteraient effectivement dialoguer. Parce que le dialogue, c'est vous dites, je dis, ce que vous dites n'est peut-être pas ce que je dis, mais au milieu, on peut arbitrer ou on peut arranger et ensuite on trouve un modus vivendi pour avancer. Pascal. Ce n'est pas, excusez-moi, juste pour terminer là-dessus, ce n'est pas ce que nous voyions à chaque fois de concertation appelée par le chef de l'État à la présidence de la République où il vient s'adresser aux gens et puis qu'il entende quelque chose et puis il serre des mains et il s'en va. Prise de photo, il s'en va. Ce n'est pas ça le dialogue. Le dialogue, c'est autre chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, Pascal Nkoulou, Paul-Marie Ngodjou venait d'évoquer cette conférence nationale souveraine souhaitée par l'opposition, une partie de la société civile gabonaise en 2012. Ensuite, l'adresse du président de la République aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. La substance de cette adresse, que le président de la République souhaitait qu'il y ait un dialogue dans un cadre précis. Le pouvoir ne souhaitait pas que ce soit l'opposition qui dicte la conduite à tenir. Oui, écoutez, il y a d'abord une situation de fond qu'il va falloir, je pense, relever pour ne pas sombrer dans des aspects politiciens de ce qui est considéré ou devrait être lié à la nécessité que dans une république, les citoyens aient des plages et des espaces pour échanger, discuter des questions liées au vivre ensemble et à la vitalité même de l'expression démocratique et politique qu'il y a dans leur pays. La situation politique du Gabon, lorsqu'on la regarde à partir de 2009, il y a 3 grandes séquences. Et malheureusement, on a souvent tendance à les survoler pour nous considérer que l'appel au dialogue. Il faut noter que la première séquence est une séquence revendicative, formulée par celui qui croyait avoir été élu ou qui pensait que son élection aurait été volée, à savoir André Mbaobam. Cette séquence, il est évident qu'elle n'a pas souvent été mise en avant, mais elle a été surexploitée à telle enseigne que certains
ont de fait commencé par dire qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité du président de la République, à la limite même qu'ils ne le reconnaissaient pas comme chef de l'État. Donc ça était une réponse à leur attitude. Quand le président de la République s'est dit « je ne peux pas discuter avec ceux qui ne reconnaissent pas les institutions de la République ». Vous voulez parler de cette prestation de serment d'André Baobab au mois de janvier 2011, je crois, à l'ancienne Sobraga. Vous pensez que ça a été un élément déclencheur après... Mais non seulement c'est un élément déclencheur, mais c'est une défiance à l'autorité établie. Ne pas reconnaître une institution, on ne peut pas non plus penser que l'institution viendrait lorsque les gens estiment que le président de la République n'était pas le président élu. En qualité de quoi il serait venu à la table de dialogue? Ce serait comme s'il reconnaissait effectivement qu'il aurait usurpé une élection, ce qui n'était pas le cas, de un. De deux, en évoluant, la thématique a changé, il fallait une conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine sous-entend qu'il y a une remise à fond des institutions. Mais comment voulez-vous que dans un pays où vous avez la plupart des institutions régulièrement élues, parce que ce qu'il faut noter, c'est que dans la démarche politique, une partie de la vie ou une partie des acteurs politiques se sont librement exclus du champ politique en disant nous ne passons pas aux élections. Donc les élections se sont déroulées sans eux et c'était à eux d'assumer cette posture. Donc ils se sont volontairement exclus. Et là aussi, quand ils reviennent, c'est pour souhaiter qu'il y ait une remise à plat des institutions. Bon, enfin, vous n'êtes pas dans les institutions légales. S'ils étaient encore parlementaires, on pourrait comprendre que ce débat serait parti de l'Assemblée nationale. Ils auraient une légitimité à la fois, on va dire citoyenne, mais officielle, du fait qu'ils sont élus. Mais lorsque vous êtes comme vous et moi, simples citoyens, en quoi iriez-vous demander qu'il y ait une remise à plat des institutions? Votre opinion ne fait pas office de loi. La Constitution de la République garantit ce droit-là à tout Gabonais. L'opinion politique, telle qu'elle soit, ne fait pas office de loi. Et on ne peut pas non plus, parce que moi j'ai mon opinion, j'estime que c'est celle qui serait en droit d'être écoutée. La majorité des Gabonais, on ne sait pas si elle participait de cette logique de conférence nationale souveraine. Et le troisième acte, justement, c'est celui auquel on assiste aujourd'hui, où on dit il y a destitution, transition et élection. Là aussi, on a le droit de se demander, mais enfin, comment pouvez-vous, à quelques mois des élections, si tant est-il qu'on n'est pas d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir en place, ce qui est légitime, il suffit à ce moment-là de présenter une offre politique crédible aux populations pour que vous soyez à même de faire élire et de procéder à toutes les révisions constitutionnelles qui vous plaisent. Donc, quand cette approche est faite par rapport à ce que vous venez de poser comme question, je crois simplement que c'est dans la démarche des acteurs politiques de l'opposition que la perspective d'un dialogue serein n'a pas pu être crédible et susceptible. Michel Philippe, allez, si vous voulez excusez-moi, je pense qu'il est important de resituer les choses par rapport à ce que vient de dire M. Nkoulo. La remise à plat des institutions, c'est un fait. Nous n'avons jamais reconnu l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Jamais. Hier, aujourd'hui, jamais nous n'avons reconnu son élection. Je peux vous poser une question? Je vais vous interrompre. Comment voulez-vous entreprendre une discussion à partir du moment donné où vous vous en excluez en disant nous ne vous reconnaissons pas? Je vais vous expliquer. Pour discuter, il faut tout de même, où je vais terminer, parce que je suis vraiment heureux qu'on soit échangé, mais pour discuter, c'est ce que nous faisons. Vous reconnaissez ma qualité de citoyen. Nous sommes sur ce plateau en tant que deux citoyens. Et pour discuter avec une institution, sans savoir le chef de l'État, parce que dans le cas où il y aurait une discussion, qui aurait pris les actes d'État certifiant, légalisant et autorisant une telle rencontre? Mais je vais vous expliquer justement. Je persiste en disant que nous n'avons jamais reconnu l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Vous savez que dans tout pays, quel qu'il soit, nous avons de nombreux exemples en Afrique, de généraux, de capitaines ou d'autres qui ont fait des coups d'État. Lorsqu'ils ont fait des coups d'État, ils sont arrivés à la tête de l'État, ils sont des chefs d'État, parce que c'est le patron de l'État. Il a fait son coup d'État, il n'est pas légitime, mais il est le chef de l'État. En ce qui nous concerne, Ali Bongo a fait un coup d'État le 3 septembre 2009, il est chef d'État. C'est le chef de l'État, c'est le patron de l'État. Mais il a fait un coup d'État et nous ne reconnaissons pas son élection. Voilà en fait l'explication, elle est simple. Nous ne reconnaissons pas l'élection de M. Ali Bongo Ondimba, mais il est chef d'État. Donc, je dirais, il est simple en fait de comprendre que
quelqu'un qui, pour nous, et nous l'avons toujours dit de manière constante, depuis le 3 septembre 2009, jour où M. Jean-François Ndongo, ministre de l'Intérieur, a annoncé les résultats, nous avons été constants jusqu'à aujourd'hui pour dire que nous ne reconnaissons pas cette élection et que nous avons toujours pensé que M. Ali Bongo Ondimba n'était pas la bonne personne qui aurait pu présider aux destinées du Gabon. Alors finalement, après votre rencontre de l'Élysée du mois de juillet, c'est ça, 2012, pourquoi avoir pensé organiser une conférence nationale souveraine et l'organiser avec qui? Avec qui comme interlocuteur? Non, mais justement, vous savez, vraiment dépassons le débat politicien. Dépassons le débat politicien. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Gabon va droit dans le mur. Vous avez commencé par, effectivement, parler de la sortie du médiateur de la République, qui a fait le tour de tous les partis politiques, le tour de tous les acteurs syndicaux, sociaux, économiques, pour recueillir des avis et ensuite faire cette déclaration. Je dois parier que Mme Lorgonjo a probablement recueilli l'avis du chef de l'État avant de faire sa déclaration. Du moins, dans les institutions, je pense que c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc, il y a certainement une reconnaissance, même de fait, de l'institution la plus haute de la République, de toutes ces crises dont a parlé Mme Lorgonjo. Donc, en ce qui nous concerne, si nous disons aujourd'hui, comme hier, que le Gabon ne va pas bien, enfin, reconnaissons au moins qu'il faut s'arrêter un instant, revoir un certain nombre de choses pour que nous puissions relever le pays. Le Gabon est à terre aujourd'hui. Et les institutions de la République gabonaise sont des institutions qui ont été faites pour un homme et un système. Cet homme, c'est M. Omar Bongo Ondimba. On va dire Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo, puis Omar Bongo Ondimba. Le système a été calé sur une personne et de ses relations avec la puissance tutélaire française. À une période donnée. À une période où la configuration du paysage politique gabonais, on est bien d'accord, avec des acteurs politiques qui aujourd'hui sont des figures de proue de l'opposition. Donc c'est une situation qui est comptable à tous ces acteurs politiques, à la fois encore au pouvoir et ceux qui sont partis avec armes et bagages au sein de l'opposition. Ça n'enlève rien. Ah si. Non, je vous explique pourquoi ça n'enlève rien. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à Télé Africa, n'est-ce pas? Demain, vous pourriez vous retrouver, je ne sais pas, à la RTG chaîne 1 ou bien dans une autre télévision. Et on vous dira, Télé Africa, c'était du n'importe quoi, c'était ci, c'était ça, n'est-ce pas? Et vous serez le journaliste qui, sur le plateau de la première chaîne de télévision, posera des questions sur le passé de Télé Africa. Mais vous l'assumez, ce passé. Mais je serai comptable. Mais vous l'assumez. Bien sûr. Mais justement, Zachary Miboto, le premier, a dit, j'assume. J'étais là-bas, j'en suis sorti, j'assume ce que j'ai fait. N'est-ce pas? Collectivement, nous étions ensemble, nous avons fait des choses, j'assume. S'il y a des choses qui, de manière individuelle, peuvent m'être reprochées, alors je suis prêt, effectivement, là aussi, à les assumer. Non, je pense qu'il faut dépasser. Je dis vraiment, je voulais dépasser le débat politicien. Nombre de personnes qui étaient au PDG sont sorties du PDG parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que les choses n'allaient plus. Bon, chacun en son temps et chacun selon ses motivations, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais eu de poste privilégié ou autre PDG. Je peux m'en réjouir. J'ai beaucoup plus milité dans l'opposition. Et je suis en droit et je suis même légitime pour pouvoir me permettre de critiquer et dire un certain nombre de choses. D'autres sont en train de le faire, comme moi, et peut-être que vous étiez aussi, je ne sais pas moi, dans un parti politique. Maintenant, vous êtes à Télé Africa. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Nous, Gabonais, autant que nous sommes, nous avons besoin de nous parler. Monsieur Nkoulou, il est dans la majorité pour l'émergence, n'est-ce pas? Est-ce que vous voudrez, Monsieur Nkoulou, qui a un frère, qui est aujourd'hui en prison, n'est-ce pas? Il est sorti. Il est sorti, mais tant mieux, n'est-ce pas? Et qui était au PDG, il y est rentré pourquoi? Parce qu'on lui a reproché d'avoir fait un certain nombre de choses avec des actes de naissance. Pendant qu'il y a quelqu'un qui se balade avec un faux acte de naissance dans la République, celui-là, il ne va pas en prison. Bref, on va revenir là-dessus probablement tout à l'heure. Ouais. Mais je dirais simplement la chose suivante, n'est-ce pas? Parlons-nous.
Parlons-nous. Les Gabonais ont besoin de se parler parce qu'on va droit dans le mur. Alors, finalement, j'ai envie de bien comprendre parce que j'ai l'impression que vous développez un argumentaire un peu contradictoire. Vous voulez qu'on se parle, en même temps vous pensez que c'est un peu trop tard. Michel Filimzé, comment vous analysez ce grand écart finalement de l'opposition, la nécessité de dialoguer, de se parler, en même temps la revendication d'un certain nombre d'éléments, notamment le départ imminent ici et maintenant du président de la République. Que doit-on finalement retenir? Vous savez, on est arrivé à une étape de la vie politique du Gabon qui me paraît très confuse. Confuse parce que autant dans les argumentaires qui sont développés par les uns et les autres, les acteurs politiques, j'entends, il y a une cohérence. Il y a ce qu'on appelle un substrat qui justifie également l'argumentaire. En l'occurrence, quand M. Nkonju parle de la situation socio-économique, surtout ça, du pays, j'entends par là qu'il y a ce mal-vivre des Gabonais qui est incontestable. On sait qu'aujourd'hui, certains... Je crois qu'aussi qu'en même temps qu'il faut reconnaître la justesse de ce propos, il faut en même temps reconnaître aussi le fait que le pouvoir, dans sa gouvernance, n'a certainement pas répondu pleinement ou de manière substantielle aux attentes des populations. Parce que ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, et qui me paraît complètement biaisé au point de pousser certains à avoir des ambitions tout à fait légitimes ou bien illégitimes, j'en sais rien, c'est que le vrai adversaire du pouvoir aujourd'hui, c'est qui? C'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la précarité des Gabonais. En réalité, M. Ali Bongo a comme principal adversaire la situation sociale et économique du Gabon. Parce que, j'en veux pour preuve, pour ne pas épiloguer très loin, la plupart de ceux-là qui désertent les rangs du PDG aujourd'hui avaient déjà été honnis avant 2009. Je me souviens bien qu'à cette époque-là, parler de ceux-là, on dit des caciques, c'était un peu, ça tirait les foudres de tout le monde. Aujourd'hui, on se rend compte que les populations, certains, ils se gargarisent, justement, ces anciens pédégistes qui sont aujourd'hui opportunément dans l'opposition. Ils se gargarisent de leur succès ou leur popularité retrouvée. Cela est dû à un contexte, une évolution qui a fait de ces gens-là aujourd'hui. Ils étaient honnis à l'époque, considérés comme les pires personnages qu'on pouvait avoir à la tête de ce pays. Comme une espèce en voie d'extinction? Mais une espèce surtout qu'il fallait combattre de toutes ses forces. Et je suis d'accord avec M. Nkonju qui dit très tôt, lui, il était dans l'opposition, certains l'ont rejoint. Aujourd'hui, je demande comment ils cohabitent ensemble quand ils sont assis côte à côte, épaule contre épaule. Je ne crois pas que franchement, ça soit le grand amour entre eux. Parce que, comme on dit de madame le médiateur, enlever son corps, je crois que certains, pourquoi ne pas penser que certains, dont on pourrait peut-être citer les noms ou pas, leur départ est si tellement si proche, justement, de l'échéance électorale qu'on ne peut que penser que certains ont voulu enlever leur corps et prendre date dans l'histoire et aux yeux des Gabonais en se disant, vous le savez que j'ai combattu Ali Bongo Ondimba, je suis parti avant, mais enfin que n'ont-ils pas fait cela en 2009, en 2010, en 2011, en 2012? Il y a de l'opportunisme politique dans cette histoire. Et après, il y a cette politique fiction qui consiste à dire, nous allons destituer Ali Bongo Ondimba. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que ça ne se fera pas, ça n'est pas possible. Et que certainement, le prix à payer serait trop lourd, aussi bien pour eux que pour le pouvoir, et surtout pour le Gabon, que personne n'oserait y aller dans cette direction. Mais l'union sacrée pour la patrie est prête à s'en remettre au peuple. Attendez, mais justement, le peuple, c'est un peu comme en économie. Le peuple ici, un peu comme ce qu'on appelle en économie la variable d'ajustement, évidemment. Le déficit de popularité, les légitimités qu'on a. Est-ce que le fait que les acteurs politiques de cette trempe-là développent ce genre de discours en disant s'en remettre au peuple, c'est pas une façon de chauffer le peuple à blanc? Mais c'est du populisme, ça ne coûte pas un morceau de pain, ça mange pas de pain, ça. On peut se mettre au coin de la rue et dire que Ali Bongo, c'est un mauvais président. Mais attendez, quand le Gabonais, celui-là à qui il s'adresse, il a faim et qu'il a un problème pour se loger, mais qu'est-ce que vous voulez? Il percute sur ce discours-là. Mais il ne lui reconnaît pas, la légitimité de celui qui le lui dit. Mais opportunément, il a besoin de celui-là, peut-être pour dire que si lui, il peut aller jusqu'au bout, peut-être qu'il me permettra de mettre quelque chose dans la panse et peut-être avoir un toit.
Donc la réponse qui va, et certainement qu'il y a une sorte d'abstraction un peu dans le discours de l'opposition qui semble aujourd'hui complètement déconnecter la réalité. La réalité, c'est que les Gabonais, ils veulent que ça change, mais ils savent aussi qui est qui dans cette histoire-là. Et je crois que le peuple a une longue mémoire et que le peuple rappellera un jour aux uns aux autres qu'en vérité, nous n'avons jamais cru en ce que tu proposes. Mais il y a là un problème qu'il ne faut pas éluder d'un revers de la main. Il y a véritablement une hausse, justement, de la tension, une surchauffe au niveau des clivages. Une radicalisation du discours. Aujourd'hui. Et ceux qui font cela, généralement, ils n'en payent pas le prix. Certains, je parie, mon dernier short, ma dernière petit maillot de corps, que ces gens-là, tous leurs parents, en tout cas leurs épouses et leurs enfants, sont bien à l'abri, loin du Gabon. Et les enfants de ceux-là qu'ils appellent aller des sites Ali Bongo Ondimba, mais ces enfants-là, ce sont ceux-là justement qui ont toujours été victimes depuis 50 ans. Depuis 3 générations, c'est une reproduction de la pauvreté dans les mappins et consorts, tout ça. Et je crois dans cette histoire-là que, évidemment, que le président est à la manœuvre. Le président doit rassurer. Le président doit pouvoir, à un moment donné, véritablement s'inscrire dans son rôle. Parce qu'il est le premier responsable de ce pays et se prononcer. Nul doute qu'il le fera peut-être certainement après Madame le médiateur de la République pour éclairer un peu les Gabonais qui ont les yeux tournés vers lui. D'accord. Pascal Kouloué, Michel Philippe venait de parler de la paupérisation, de la précarité dans laquelle vivent les populations comme étant finalement le principal obstacle du président de la République, Ali Bongo Ondimba, candidat déclaré à l'élection du mois d'août prochain. Est-ce que au niveau de la majorité pour l'émergence dont vous êtes membre, est-ce que vous pensez que ça sonne comme une forme de limite des réformes, des politiques menées pendant ces septennats par Ali Bongo sur le plan social? Écoutez, la lecture que l'on fait aujourd'hui du mandat d'Ali Bongo sur le plan social ne doit pas être dissociée des 42 premières années de la vie de notre pays, parce que tout est lié dans un pays. Vous savez, aujourd'hui, quand on compare ce qu'il y avait avant 2009 et ce qu'il y a eu après 2009, il serait toujours bon, parce que c'est facile d'avoir des discours enflammés dans le sens où tout va pas, on va droit dans le mur. Il est bon d'avoir des éléments de comparaison. C'est vraiment indispensable, parce que ce sur quoi j'entends les uns les autres s'attarder, c'est de dire on a eu des budgets plus importants, on a eu des budgets plus importants, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Mais les bons éléments de comparaison sont ceux qui tiennent de ce qu'il y avait comme acquis de départ, en disant avant 2009, au niveau des prestations sociales ou de la sécurité sociale, les Gabonais avaient tel type de prestations. On l'a perdu du fait de la mauvaise gestion ou de mauvaise politique de gouvernance d'Ali Bongo Ondimba. Avant 2009, il y avait tel type d'environnement social au Gabon qui n'existe plus du fait de la mauvaise gestion d'Ali Bongo Ondimba. Il n'y a pas ces éléments de comparaison objectifs. On a simplement un discours politique qui évolue en considérant que le Gabon va vers une guerre civile, le Gabon va droit vers le mur, mais économiquement, socialement et politiquement, qu'est-ce qu'il y avait avant 2009 qui n'existe plus, ou qu'est-ce qui s'est produit durant les 7 années de mandat d'Ali Bongo Ondimba? Voilà les éléments de comparaison à partir desquels on pourrait effectivement se fier au discours politique ambiant qui est celui de l'opposition aujourd'hui. Or, c'est beaucoup plus de l'ordre du subjectivisme qu'autre chose, parce que quand vous avez, comme on l'a dit, comme on le lit dans les journaux, où on voit des gens qui parlent de destitution, mais la destitution est un acte juridique. Ça ne peut partir que des cadres juridiques réglementaires qui existent dans la République. Ce n'est pas une opinion toute seule, fut-elle majoritaire sur le plan, je ne sais pas encore qu'elle ne l'est pas dans le cas de l'opposition d'aujourd'hui, parce que les éléments pour apprécier ou pour évaluer une opinion majoritaire, c'est à partir des institutions, l'Assemblée, les collectivités locales et les autres. Or, quand vous faites le tour de toutes ces institutions, il apparaît clairement que cette opposition est majoritaire. Et même quand vous allez dans l'opinion populaire, de façon plus précise, vous noterez et on constatera effectivement que les Gabonais ne sont pas ou ne percutent pas vis-à-vis de ces nouveaux leaders politiques, même vis-à-vis de ceux qui, enfin, un peu comme M. Ngonjou, se revendiquent d'être dans l'opposition. Pourquoi? Parce que tout le monde a une clé de lecture précise des responsabilités des uns et des autres. Et un peu comme Michel Philippe nous l'a dit, un peu comme c'est écrit ici, certains sont dans l'opposition uniquement pour se donner
enfin, je dis essayer de s'acheter une nouvelle conscience, un nouveau rapport avec les populations qu'ils ont martyrisé à soi. Une virginité, même pas une virginité. Essayer de, c'est beaucoup plus un jeu de dupe, effectivement, ça peut paraître ça, pour essayer de paraître ou de créer une nouvelle proximité avec les populations, et ça marche mal. Et je voudrais très rapidement, par exemple, c'est un peu moi la lecture que j'ai de la sortie du médiateur de la République. Par essence, un médiateur de la République a comme vocation de rassembler les citoyens sur les valeurs de la République. Or, lorsque vous avez un médiateur de la République qui brandit, comme on l'a entendu, en plus, qui, à mon point de vue, a pointé du doigt la plus haute institution en disant que celle qui devrait conduire ces négociations est aphone. C'est à la fois, elle désigne des coupables, elle ne donne pas de pistes de sortie de cette situation. Et puis ensuite, est-ce que son discours va être de nature à séréniser le débat politique, ou aujourd'hui, on prend acte de ce que, comme tout le monde le souhaite, bon, aujourd'hui, plus rien ne va au Gabon. Je pense que ce type d'actes complices en interne ont effectivement contribué à ce qu'on ait de plus en plus cette attitude politicienne, hein, des gens qui, pour échapper aux actes, parce que, et je vais rapidement terminer par là, tout le monde dit il a reconnu, il a assumé. Moi, je suis un bon chrétien. Dans ma religion chrétienne, il y a 3 actes. Il y a la confession, je reconnais que j'ai péché. Il y a la repentance, je m'engage à ne plus recommencer. Et il y a la réparation. Or, devant ce qui se fait aujourd'hui, il y a l'acte de confession, je suis pécheur, oui. Bon, est-ce qu'ils ont promis ne pas recommencer? On n'en sait rien. Et quel est leur acte de réparation? Je vais être président de la République. Donc, écoutez, quand vous avez ce type de scénario devant vous, comment croyez-vous qu'on puisse être à même de croire que ce discours qu'il développe à tout champ, à tout va, est un discours à même d'amener des gens à s'asseoir pour discuter? Paul-Marie Ngonjo, alors moi j'insiste un peu sur cette posture que je qualifierais de délicate de l'opposition, notamment de l'Union nationale, entre la nécessité de voir se concrétiser le DTE, la destitution, la transition d'élection, et l'envie d'aller quand même au dialogue. Dites-nous de façon concrète, comment procéder, comment vous allez procéder? Merci. Je voudrais dire d'abord que lorsque M. Nkoulou parle qu'il n'y a aucune référence que nous puissions faire entre ce qui s'est passé avant 2009 et après, comme élément de comparaison, c'est quand même grave ce que vous dites. Non, mais c'est quand même grave, parce que est-ce qu'il est besoin de savoir que le coût de la vie a augmenté de temps, que dans les hôpitaux on n'arrive plus à se soigner, que dans les écoles il n'y a pas eu de nouvelles écoles, et ainsi de suite, pour se rendre compte que les choses ne vont pas dans notre pays? Non. Soyons clairs et soyons suffisamment explicites. Rien ne va plus au Gabon. C'est pas peu de le dire, et c'est beaucoup de le savoir. Parce que ce que vous dites, savoir, il faut d'abord comparer ce qu'il y avait avant 2009 et puis après, pour savoir si ce qu'ils disent est vrai. On n'a pas besoin de ça. Allons-y tous les jours voir comment nous vivons dans les quartiers. Et même ceux qui ne sont pas dans les quartiers, regardez comment ils vivent. Les choses ont changé en 2016, M. Nkoulou. Les choses ont changé. Le Gabon est en train d'aller droit vers le mur. Si les étrangers quittent en masse notre pays, si nous-mêmes, Gabonais, ça il faut que vous le sachiez, je suis sûr que vous le devez le savoir, si nous-mêmes, Gabonais, nos enfants et nos parents vont prendre des visas de long séjour de plus en plus nombreux dans les ambassades parce qu'ils quittent le pays, mais c'est qu'il y a un problème. C'est un problème. Finalement, est-ce que c'est pas entretenu pour qu'il y ait cette forme de psychose? La psychose, justement, c'est quand vous avez un pouvoir autiste, un pouvoir qui n'entend pas, un pouvoir qui ne veut pas parler, un pouvoir qui pense que terroriser les Gabonais est la meilleure chose qui soit, parce qu'on va recruter à tour de bras des militaires, des policiers, et vous allez voir des contrôles dans les rues, vous allez voir des militaires patrouiller dans les rues. C'est pour terroriser les Gabonais. Les missions régaliennes, si encore elles étaient justement ces missions régaliennes dans l'éducation et dans la santé et autres, le transport, on pourrait le comprendre. Les Gabonais vivraient un peu mieux, mais on vous envoie l'armée, on vous envoie la police,
On arrête à tour de bras, on met en prison quand on veut et comme on veut. Son frère, il en a fait les frais, n'est-ce pas? Si son frère a posé un acte indélicat, donc M. Nkoulou va nous dire si son frère a posé un acte indélicat. Non, mais de toutes les manières... Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a un point extrêmement important que je voudrais relever. Et je voudrais que M. Nkoulou, qui est de l'émergence, mais ce n'est pas l'homme politique que je vais indexer. C'est l'homme de presse. M. Nkoulou a dit, et je l'ai noté, que c'est un bon chrétien. N'est-ce pas? M. Nkoulou, vous êtes un bon chrétien. Mais vous êtes... Selon lui. Non, mais je ne peux pas douter. Hein. Par respect pour lui, je ne peux pas douter de ce qu'il dit, si c'est un bon chrétien. Mais ça, c'est devant Dieu qui sera jugé. M. Nkoulou est patron de presse. C'est le rédacteur en chef du Douk Douk. M. Nkoulou, quand votre journal, le Douk Douk, dans un numéro que je n'ai pas emmené, mais que vous connaissez, se permet de dire que mon épouse et son père ont noyé mon fils d'avec mon épouse pour masquer une noyade, n'est-ce pas? Quand le Douk Douk le dit, vous qui vous dites un bon chrétien, vous pensez qu'en termes de référence et de valeurs sociétales ou sociales ou morales, c'est des choses qui peuvent se faire? Quelle preuve avez-vous? Êtes-vous rentré dans notre domaine, voir mon beau-père et mon épouse noyer mon fils? Quand le Douk Douk se permet de dire ça, et vous voulez dire que vous êtes un bon chrétien, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce sont ces choses-là que nous dénonçons justement. Quand un journal de la présidence de la République, dont vous êtes le rédacteur en chef, se permet de faire des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez que la société puisse retenir comme exemple? Parler de choses qui nous intéressent dans la vie politique ou dans la vie économique, dans la vie sociale. Mais n'allez pas dire des choses que vous ne savez même pas, parce que moi, j'aurais pu porter plainte contre votre journal et contre son rédacteur en chef ou son directeur de publication. Parce que vous parlez de la vie d'un être humain. Vous parlez de la vie d'un être humain en accusant deux personnes de l'avoir noyé. Vous n'avez aucune preuve, vous n'y êtes même pas allé. C'est ça, là, qu'on dit. Il faut que la presse, n'est-ce pas, vous qui êtes un chrétien, il faut être, je dirais, exemplaire. Et il faut avoir dans sa globalité, il faut avoir une moralité au-dessus de toute épreuve lorsqu'on fait ce genre de choses. Parce que aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous pouvez faire à des êtres humains d'aller dire des choses pareilles? Mais encore, ce n'est qu'un exemple. Votre journal et d'autres sont coutumiers du fait, n'est-ce pas? D'aller raconter des choses qu'ils ne sont pas capables de pouvoir prouver, touchant, c'est bien que ce soit touchant à l'être. Quand ce sort de la bouche d'un acteur politique. Oui, non, mais je le dis, je l'assume, sans problème. Touchant à l'être d'une personne. Ouais. Voyez, ce sont ces choses-là que dans notre pays, nous voulons dénoncer. Parce qu'en continuant à faire comme on le fait, c'est bien beau de dire qu'effectivement, il faut dénoncer, je dirais, les hommes politiques qui parlent comme ci ou qui parlent comme ça. Mais vous-même, vous êtes acteur de ce genre de choses. Ou si on vous les fait faire, parce que dans votre journal, par exemple, l'un de ceux qui était avec vous, vous savez, ceux qui font leur repentance, parce qu'un parmi vous a fait sa repentance, qui est venu nous faire, par écrit, s'excuser de tout ce qu'il a pu faire dans le Douk Douk. N'est-ce pas? Non, c'est pas... c'est pas consacré au Douk Douk. Non, c'est juste un exemple que je voulais prendre. Une fois la pub sur le chat. Non, mais c'est un exemple que je voudrais prendre parce que c'est grave en termes de moralité politique. On y arrivera. On parlera bien sûr du rôle des médias dans cette période préélectorale. Mais revenons sur ma préoccupation, la destitution, transition, élection. Ensuite, l'envie quand même de dialoguer avec le pouvoir en place. Expliquez-moi concrètement comment... Dans la DTE pour nos compatriotes, destitution, transition, élection. Ensuite, dialogue avec le pouvoir en place. Non, attention, ne confondons pas les choses. Vous avez dit que ce serait bien qu'on se parle qu'il y ait dialogue. Justement, je voudrais pouvoir vous expliquer. Je voudrais justement pouvoir vous expliquer justement. Dans la DTE, il y a destitution. Pourquoi il y a destitution? Parce que nous estimons que la personne qui est à la tête de l'État, celui dont je parlais tout à l'heure, qui a fait un coup d'État le 3 septembre 2009,
non seulement a fait un coup d'État, donc s'est imposé par la force à la tête du Gabon, mais en plus l'a fait en ayant des faux papiers que lui-même a d'ailleurs reconnu, n'est-ce pas? C'est parce que M. Ali Bongo Ondimba ne peut pas prouver sa filiation, n'est-ce pas? Et donc ne répondant pas aux critères imposés par la Constitution, que nous voulons sa destitution parce que c'est un parjure. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même a reconnu qu'il a utilisé de faux papiers, n'est-ce pas? Non, vous savez, on parle de choses sérieuses. Il ne peut pas être que nous ayons quelqu'un à la tête de l'État qui ne soit pas capable de pouvoir nous dire de manière certaine et définitive, voici mon acte de naissance, n'est-ce pas? Et voici ce qui m'a permis de pouvoir concourir à toute élection en République gabonaise. C'est un discours ça, c'est la destitution. Par l'opposition que les Gabonais non, ce n'est pas construit. Intégré. Ce n'est pas construit. C'est une vérité. C'est une vérité. On est à 3 mois. Non, mais c'est déjà pour expliquer pourquoi. C'est déjà pour expliquer pourquoi nous parlons de destitution. D'accord. Donc, M. Ali Bongo Ondimba ne peut pas ou ne peut plus être à la tête de l'État gabonais parce qu'il est parjure et parce qu'il a fait un faux. N'est-ce pas? Bien. S'il avait encore la possibilité de nous montrer un papier, nous pourrions le faire. Mais nous voulons le destituer. Pourquoi? Pour ce que je viens de vous dire. Pourquoi ou comment? Pourquoi et le comment? Le pourquoi, le comment, vous savez, je vais vous dire une chose très claire. Depuis 2009, le premier à en avoir parlé, c'est M. Ali Bongo Ondimba lui-même. De sa destitution? De sa situation administrative. Il vous souviendra que dans une interview faite avec M. Sébastien Tuntum, à l'époque, au sortir des journées de la défense, c'est M. Ali Bongo Ondimba lui-même qui est venu à la télévision nous dire que oui, j'entends des gens disent que j'aurais des origines autres que gabonaises, biafraises et autres. Lui-même, il en a parlé, n'est-ce pas? Personne n'est allé lui dire, comme nous le faisons aujourd'hui, prouve-nous ta filiation. Lui-même, il est parti en 2009, en avril 2009. Son père était encore vivant. Son père était encore vivant. Et quelques semaines après, c'est sa maman qui est allée à la télévision nous dire comment elle avait enfanté son fils. N'est-ce pas? Donc, ce problème-là n'a pas été soulevé par l'opposition. Il a été soulevé par M. Ali Bongo Ondimba lui-même. D'accord. Et les écrits sont là. Et les vidéos sont là. Donc, si les Gabonais, n'est-ce pas, sont conscients, et nous le sommes, de ce que celui qui est à la tête du pays est un imposteur, que nous soyons le 12 mai aujourd'hui, ou à la veille de l'élection, ou même au moment où il veut aller déposer sa candidature, lui faire comprendre qu'il ne peut pas déposer sa candidature, et nous ferons en sorte... Autrement dit, vous appelez les Gabonais à se jeter dans la rue. J'appelle... Enfin, j'explique en français facile. J'appelle les Gabonais... Aller dans la rue. J'appelle les Gabonais à prendre conscience de ce qu'à partir de maintenant, vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui veut se représenter et qui n'en a pas le droit. Ah, donc ça, c'est donc il faut effectivement empêcher M. Ali Bongo Ondimba de se représenter à la prochaine élection présidentielle parce qu'il n'en a pas la capacité juridique. Ensuite, il y a la transition. La transition, justement, et vous parlez de dialogue tout à l'heure, et vous savez, pour arriver à tout cela, il faut bien qu'on s'assoie et qu'on parle. Avant ou après? Mais après la destitution, il faut bien qu'on s'assoie et qu'on parle, parce que la transition ne se fait pas comme ça ex nihilo. Ah, d'accord. Il y a plusieurs types de transition. Je résume. Donc, le dialogue dont vous faites allusion, ce n'est pas le même dialogue dont parle le médiateur de la République. Vous prenez le dialogue sans Ali Bongo Ondimba. Mais le dialogue, non seulement nous prenons une élection sans Ali Bongo Ondimba, hein, nous prenons un dialogue de la classe politique nationale sur ces questions-là. Et si M. Ali Bongo Ondimba, n'est-ce pas, si M. Ali Bongo Ondimba veut être partie de ce dialogue, nous lui dirons, mais écoutez, monsieur... Non, mais il peut avoir été enlevé et puis se dire, bon, ben écoutez, je reviens, au moins m'asseoir avec vous. Pourquoi pas? C'est un Gabonais. Mais chef,
Ça me fait un peu sourire la caricature, mais bon, Michel Filimzé, moi je veux revenir sur cette brèche ouverte par rapport à Paul Maringo-Djo. On allait forcément en parler, celle de l'implication des médias, des journalistes, du rôle joué par les médias en cette période préélectorale. Monsieur Paul Maringo-Djo a insisté sur le cas du Douk-Douk, mais on sait aujourd'hui, au regard de la configuration du paysage audiovisuel, et même quand on est dans la presse écrite, la presse en ligne, que malheureusement dans notre pays, la plupart des entreprises de presse sont subventionnées, certes par l'État, le Fonds national de la presse dédié à la presse, mais qu'il y a des acteurs politiques qui entretiennent également certains médias et au regard de ce qu'on voit, le Douk-Douk, certes, mais il y a des journaux dont la ligne éditoriale est très proche de l'opposition qui vont également chercher en dessous de la ceinture et qui passent au vitriol le pouvoir en place, notamment le président de la République qui est régulièrement épinglé par les journalistes. La responsabilité des journalistes dans cette crise sociale ou cet délitement du paysage politique dans notre pays. Vous savez, moi, ce n'est pas la première fois que je m'exprime sur ces questions-là. Je pense que ceux qui me connaissent exactement la raideur de mon positionnement par rapport à l'éthique et à la déontologie. Je suis journaliste, je ne suis pas entré par effraction dans cette profession. Je ne suis pas rentré par la fenêtre. J'ai fait mes lettres de noblesse, user les fonds de mes pantalons sur les bancs d'une école de journalisme. C'est la voie royale. À côté de ça, vous avez de très bons journalistes, formés sur le tas, pas dans le tas comme ça se dit par-ci, par-là, sur le tas, et qui ont également rongé leur coude sur les tables de rédaction pendant des dizaines d'années avant d'avoir le droit, s'il s'agit de la presse écrite, de pouvoir signer un article, si c'est la radio, de pouvoir s'exprimer ou à la télé. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des gens qui y sont arrivés non pas par effraction, ils y sont tombés à la renverse. Ça veut dire qu'il allait devant, ou il était debout, quelqu'un l'a poussé par devant, il est tombé en arrière, la tête, la nuque, la première dans le métier, sans savoir dans quoi il se trouve. Parce que ce qui se passe dans notre pays est complètement effarant. C'est la seule profession où finissent tous ceux qui ont cassé le bic, comme on dit chez nous, qui ont échoué partout ailleurs et qui s'y retrouvent. C'est un peu les rébus de la terre, les rébus du Gabon se retrouvent au journalisme. Je le dis pourquoi? Parce que il y en a aujourd'hui plus qu'assez de ce qui se passe. Je l'ai dit peut-être sur ce plateau, ou peut-être lors de la journée de la liberté de la presse, que chez nous, le terme de journaliste est utilisé de manière abusive. De manière abusive parce qu'en réalité, dans cette profession, vous avez deux types de personnages. Vous avez des activistes qui sont des gens qui, pas besoin de les payer beaucoup plus qu'il n'en faut, ils y sont déjà eux-mêmes, ils sont déjà engagés dans une lutte, c'est-à-dire ils sont déjà, comme on dit, des militants à la base, et ils viennent là exprimer leur militantisme à travers leurs écrits. Vous avez l'autre catégorie de personnages, la pire, ce sont les mercenaires qui vendraient leur âme au diable pour avoir un peu d'argent et qui signeraient n'importe quel article inspiré par leurs propriétaires. Vous avez mis le doigt sur une question. Qui sont les propriétaires de la plupart de ces publications? Mais c'est des hommes politiques. Or, la loi le dit. La loi issue de la conférence nationale dit « Interdiction est faite aux acteurs politiques de posséder des organes de presse ». Mais ceux qui ont commencé les premiers à le faire, ce sont les acteurs politiques proches du pouvoir. Je vais citer par exemple le défunt, père son âme, André Mbobam, qui a possédé, qui a eu TV+, qui a eu Radio Nostalgie, et d'autres encore avant lui ou après lui, qui s'y sont engouffrés. Et aujourd'hui, ce sont ces gens qui en vérité inspirent les articles que nous voyons dans cette presse-là, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Le problème qui se pose, c'est que vous vous adressez, il s'adresse à des gens qui, en vérité, n'ont pas la capacité d'avoir une lecture de mise en perspective ou le recul nécessaire pour pouvoir lire au premier ou au deuxième ou au troisième degré. Ce sont des gens qui forcément liront au premier degré, comprendront au premier degré. Et quand vous dites abattez le chef de l'État, et s'il y a un militaire courageux, ah oui, je l'ai lu sur la presse en ligne, s'il y avait un militaire, les militaires gabonais sont des faiblards, s'il y avait un qui était courageux qui lui loge une balle dans la tête, cela a été écrit sur Facebook.
Et ça passe. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que véritablement, nous sommes dans une société permissive où chacun fait ce qu'il veut et que par conséquent, le discours politique est noyé dans cette histoire? Ça n'honore pas non seulement la profession de journaliste, et en plus nos acteurs politiques qui se roulent dans la gadoue. Alors, ils sont ridicules. Je terminerai parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui adviendra dans ce pays sera la responsabilité de ces gens qui ont mis les stylos, les micros à ces vendeurs d'illusions, à ceux-là qui viennent semer le chaos dans la tête des Gabonais, surchauffer la tête des Gabonais. Je pense que toutes les questions qui se posent aujourd'hui à ce pays et qui a été largement évoquées ici par autant M. Gondjou que M. Nkoulou, me paraît, sont des sujets qui sont à dimension humaine. On n'a pas besoin d'être un géant de 12 mètres pour pouvoir les régler. On n'a pas besoin d'avoir 2 cerveaux. Ce sont les hommes qui posent les problèmes, ce sont les hommes qui les régleront. Rien, pas besoin d'aujourd'hui d'aller pousser les gens à se taper dessus, à se déchirer et peut-être à s'entretuer. Donc la responsabilité des politiques est clairement engagée dans ce pan, justement, cette dégradation du climat que nous déplorons. Ce climat est d'abord le fait des médias. Et donc des hommes politiques qui sont derrière ces médias. Je dis, je répète, cette situation que nous qualifions de délétère, de paroxystique et de complètement un peu effroyable, inquiétante, cette psychose-là est créée par les médias sous toutes leurs formes. Et derrière ces médias, justement, il y a les politiques. Sinon, ces questions-là pouvaient être débattues. Les Gabonais, nous sommes assez intelligents, je crois, pas les plus derniers d'Afrique. On nous parle de dictature, je termine par là. Je ne connais aucun pays d'Afrique francophone où il y a cette liberté liberticide en matière médiatique. Vous pouvez vérifier au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, en Guinée équatoriale, il n'y en a pas. Et la commune mesure aujourd'hui, pour terminer, c'est qu'il n'y a aucun journaliste aujourd'hui en prison, aucun journaliste qui ferait l'objet d'un harcèlement de la part des forces de sécurité, qui aurait fait l'objet d'une disparition mystérieuse. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là, il faut quand même le dire, je crois que forcer la dose, faire dans la surenchère, n'apporte rien de bon. Les Gabonais sont mûrs aujourd'hui pour qu'on puisse leur tenir un discours adulte. Pascal Nkoulou, alors on parle donc des médias. Paul-Marie Gondjou a pointé un doigt accusateur contre le Dougdou pour un article rédigé dans lequel on mettait en cause son épouse et son beau-père également, même lorsqu'il s'agissait du Dougdouk. Mais la situation est très dangereuse. Regarde ce qu'on voit, on lit dans les journaux, bien sûr, et c'est l'ensemble de la presse qui s'adonne à ce jeu très dangereux qui pourrait avoir des répercussions négatives à la longue. Il faut, de façon générale, reconnaître que... les journalistes dans les rédactions sont devenus des porteurs de flingues. Oui, des hommes politiques. Mais c'est important que l'on fasse là encore le distinguo. Il y a la situation de façon générale des journalistes en République gabonaise. Et je crois que Michel Filimzé vient de décrire parfaitement le tableau. À ce niveau, aucun journaliste ne peut prétendre de façon directe par rapport à ses écrits avoir été inquiété. Ça, c'est un fait. Bien au contraire, on note même qu'en dépit des égarements que l'on peut tous regretter, que l'État gabonais s'active à faire en sorte que le cadre de travail par la subvention qui est accordée aux journalistes leur permette de transformer leurs unités en véritables petites PME. C'est ça l'objectif. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Fonds national de la presse va peut-être, à partir de l'année prochaine, être distribué. Moi, je souhaiterais d'abord que ce soit un élément important, peut-être que devrait citer M. Ngonjou, lui qui voit que tout est sombre. Ensuite, il faut, dans un second plan, dire qu'effectivement, il y a un problème au niveau de la qualité, soit des lignes éditoriales, mais également aussi du contenu de la presse. Et ça, c'est volontairement fait à souhait. Ce que je veux dire par rapport aux éléments soulevés par M. Ngonjou concernant le journal Le Dougdouk, c'est que très honnêtement, je n'ai pas souvenance de cet article. Et je voudrais... je vous le dis, peut-être c'était avant que je ne sois responsable de ce journal, mais depuis que j'ai en charge de ce journal, à peu près un an et demi, je ne me souviens pas qu'un tel article ait pu être écrit par nous. En toute façon, si c'était le cas, je comprends. Mais en même temps, je voudrais que vous ne soyez pas rapidement à vous dédouaner. Parce que malheureusement, monsieur Ngonjou, les journalistes ont le discours politique que les responsables politiques de l'opposition tiennent à longueur de temps. Ce d'autant plus que Michel Filimzé l'a dit, ces gens ont
pris l'habitude d'instrumentaliser les médias pour que ceux-ci deviennent un peu leur porte-étendard, leur écho au travers d'un certain nombre de situations qu'ils souhaiteraient à loisir faire supporter comme étant la vision ou la situation politique et sociale du moment. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez quand M. Ngonjou, dans quelques explications, essaie de justifier, sans d'abord y arriver, le principe d'une destitution, comme je dis, qui est un acte juridique, parce que pour que cela se produise, il faudrait que ceux qui souhaitent la destitution d'un chef d'État soient représentés au Parlement et soient capables de saisir les institutions habilitées à le faire, ce qui peut pas être le cas. Et dans le cas de la transition, comme il le dit, il faut arriver à ce qu'il y ait une situation où des forces politiques citoyennes s'asseyent pour examiner la situation. Ce qui n'est pas encore le cas du Gabon, parce que dans 4 mois, eux-mêmes ils sont en campagne, tous les partis politiques sont en campagne pour solliciter les citoyens, et on parle donc de transition. Ce qui est donc là du pur divertissement. Et après, ils parlent d'élection. Donc, c'est simplement une façon de commencer à justifier. Et c'est cette posture, c'est cette façon d'avancer un peu à la tcha-tcha-tcha, un pas devant, 3 pas derrière, qui consiste à fausser la lisibilité dans le champ politique. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de présenter une offre politique crédible, on est à des considérations tout à fait, je dois dire, extra-républicaines du type l'acte de naissance. Aujourd'hui, personne ne peut nous faire la démonstration que l'acte de naissance, et c'est d'ailleurs, je m'excuse, c'est un élément que je vais être obligé de soulever, c'est d'ailleurs une situation que vous devriez normalement aujourd'hui éclairer les Gabonais, parce que à vous de nous faire la démonstration que l'acte de naissance qui est en Nantes est une situation, je vais dire, organisée, structurée par Ali Bongo Ondimba. Tant que cette démonstration n'est pas faite et que tout le monde a pu voir que le président de la République, comme tous ceux qui sont nés à cette période, avait son acte de naissance en Nantes, pour tous les Gabonais, juridiquement, le débat est terminé. En tenons-nous aux éléments citoyens qui structurent la vision politique, qui est celle de la majorité, qui est celle de l'opposition. Le danger dans le débat politique, M. Pambo, aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté des gens qui souhaitent que sur une intention mal structurée, flou, à la limite abstraite, on en vienne à tout leur accorder, à s'abandonner à eux. À l'opposé, on a un plan politique, on a un plan de gouvernance, on a un projet de société, on a des éléments structurants pour faire du Gabon un pays stable et un pays viable. Donc, le débat politique dans notre pays est un débat déséquilibré, simplement parce qu'il y a une offre politique qui est concrète, et en face, il y a un discours qui est une vision, qui est une pure abstraction, et qui de temps en temps verse dans la pure subjectivité. Non, Michel Philippe, rapidement avant que M. Paul-Marie Ngonjou... Je voulais juste dire que, vous savez, la situation dans laquelle le Gabon se trouve maintenant, aujourd'hui, et qui certainement va connaître une évolution, me rappelle un peu la situation de Mme Dilma Rousseff au Brésil. Ceux qui lui ont fait ce coup-là, ce coup d'État un peu parlementaire, l'impeachment, sont tous des corrompus. Aujourd'hui, la preuve est faite que le président du Congrès du peuple, dont l'Assemblée nationale, qui a initié cette enquête, aujourd'hui démis, écarté, suspendu de ses fonctions, et lui-même fait l'objet de plusieurs poursuites et plusieurs inculpations de fraude, de corruption. Et idem du président du Sénat qui hier a statué avec ses collègues sur la validation justement de cette suspension. Oui, de cette destitution. Vous savez, tous pourris. On l'entend en France, mais c'est bien le cas au Gabon. En fait, aujourd'hui, on a qui? Grâce à leur pognon, excusez-moi du mot, je le dis pour que ceux qui sont dans les MAPAN comprennent bien. Grâce à ce qu'aujourd'hui, au Gabon, il faut venir à la politique. Les gens des MAPAN, ce sont des citoyens tout aussi responsables que les autres. Pourquoi on a l'impression que les gens des MAPAN sont d'un statut beaucoup plus... Non, mais attendez. Mais ce n'est pas une question de... J'ai compris le dénuement, de la précarité. Rapidement, je voulais dire que, vous voyez, il y a un langage familier. Au Gabon, en Afrique, mais beaucoup plus au Gabon, les gens arrivent en politique. Vous voulez qu'ils parlent de culs sonnantes et trébuchantes? Ils arrivent en politique avec 2 vestons, un pantalon dépareillé et 2 paires de chaussures, si possible un mocassin et un soulier. Et ils s'en sortent 25 ans après, multimilliardaires à la tête de domaines impossibles à évaluer. Et s'ils ont là, nantis de cette fortune, achètent les consciences des Gabonais. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est celui-là. À qui Ali Bongo a-t-il affaire de manière objective? Ça a ses amis pédégistes, ex ou nouveaux, mais ce sont des pédégistes. Ils ont été à la même mamelle, ils ont les mêmes chaînes, ils ont les mêmes gènes, les mêmes réflexes. On ne change pas après 60 ans. Ces gens ne changeront pas. Ils gouverneront ce pays de la même façon qu'ils ont été éduqués, habitués à gérer. Ali Bongo n'a pas d'adversaire
Il n'y a pas d'opposition. C'est une opposition de personne. C'est des pédégistes. La faiblesse de la classe politique, de la sociologie politique au Gabon et en Afrique, c'est l'absence de l'idéologie. D'accord. La pauvreté du discours politique les amène aujourd'hui à dériver sur des questions individuelles, personnelles. Monsieur Nzé, je vais peut-être vous surprendre. Monsieur Ali Bongo n'a pas comme adversaire la pauvreté du discours politique. Encore moins la pauvreté au Gabon. Je vais vous surprendre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si nous faisons référence à la situation administrative de M. Ali Bongo Ondimba, c'est parce que dans notre pays, le droit qu'on veut faire respecter pour les uns, on ne veut pas le faire respecter pour les autres. Si on met en prison des gens parce qu'ils ont volé, tué, triché, il faut aussi que celui qui est à la tête de l'État, qui doit être la référence par excellence, puisse démontrer qu'il n'est pas tricheur, qu'il n'est pas voleur, qu'il n'est pas ainsi de suite. Il y en a très peu au Gabon quand même. Je suis d'accord avec moi qu'il y en a très peu en ce moment. Il y en a très peu dans la classe politique. Monsieur Nzé, honnêtement, vous savez, on ne va pas faire d'une évaluation de la moralité politique des uns et des autres. Aujourd'hui, ça ne servira ni vous ni moi, n'est-ce pas? Mais celui qui prête serment devant la Constitution et devant le Parlement et la Cour constitutionnelle réunie, article 12 de la Constitution, doit respecter et protéger la loi, l'état de droit et la Constitution. Mais si celui-là qui a prêté serment est le premier justement à tricher, est le premier à faire dans le faux, que voulez-vous que le reste puisse faire? N'est-ce pas? Ça, c'est un problème. Mais je disais que je voulais vous surprendre pour vous dire, vous verrez qu'il y a des gens dans ce pays qui ont une offre politique pour le Gabon. Mais parce qu'il faut commencer d'abord par la base. C'est-à-dire il faut d'abord commencer par ce que vous appelez souvent dans vos écrits, les nettoyer les écuries d'Ogias. Enfin, je n'irai pas jusque-là. Je voudrais simplement dire, commençons d'abord à faire la rupture, la vraie rupture, n'est-ce pas? Celle qui consiste justement à passer de l'ordre ancien. Tout à l'heure, je vous ai dit que le système politique gabonais était bâti sur un homme et sa relation avec l'ancien colonisateur. Pas tout seul, avec tout ce qui est... Un homme et son système, c'est ce que je dis, un homme et un système, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut passer justement de cet ordre ancien à l'ordre nouveau avec une nouvelle république. Parce que laissez-moi terminer avec une nouvelle république. Une nouvelle république qui est basée justement sur des institutions revues et corrigées. Une nouvelle république qui est basée sur un meilleur partage du pouvoir entre les différentes institutions et entre les différents acteurs de la vie politique. Une nouvelle république qui est basée sur une meilleure approche de la gestion économique et sociale de notre pays. Mais on pourrait développer et ergoter là-dessus longtemps. Ce n'est pas du tout ça. Vous savez, le changement ensemble d'Ali Bongo Ondimba, vraiment, pardonnez-moi, mais n'en parlons pas. Alors, sur ce plan-là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une offre, l'opposition ne venait pas avec une offre politique. On parle d'un débat de personnes. Non, ce n'est pas un débat de personnes. C'est corriger ce qui est une erreur. Et l'erreur, c'est M. Ali Bongo Ondimba. Corrigeons cette erreur. Et vous verrez que derrière, il y a des choses, des propositions pour le Gabon. Parce que M. Ali Bongo Ondimba, dans son programme politique, PSGE, et avec un nouveau égalité des chances, mais revenons seulement au PSGE, qui est vanté à gauche et à droite. Mais le PSGE a démontré et a donné quoi aux Gabonais? Comment peut-on prouver aujourd'hui que le PSGE a fonctionné? Moi, j'ai le PSGE, je l'ai lu. C'est une belle architecture, le PSGE, parce que ce sont des cabinets qui sont venus et qui l'ont fait. Moi, je suis au ministère des Mines. On nous a fait, à un certain moment donné, travailler sur des choses parce que, bon, il fallait... Et on s'est rendu compte que c'était pour le PSGE.
n'est-ce pas? Vous êtes Gabonais, non? Je suis Gabonais, je suis fonctionnaire. C'est pour le pays? Je suis fonctionnaire. Du pays, non? Mais seulement ce que je vais vous dire, c'est que... Là, vous n'avez pas travaillé en tant qu'Union nationale, c'est en tant que Gabonais fonctionnaire de ministère de non, je suis fonctionnaire gabonais voilà. et je fais mon travail si on me le donne en tant que fonctionnaire gabonais. Mais sur cette base-là, le PSGE a démontré justement ses limites. Pourquoi? Non pas que le PSGE soit mauvais, parce que, disons les choses aussi clairement, il y a des choses à prendre là-dedans. Mais le PSG a pris quelques-unes. Bon, ça c'est autre chose. Mais le PSGE n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que celui qui est justement, qui est censé être la vision du PSGE, n'a aucune vision du Gabon. Il ne connaît pas le Gabon. Il n'aime pas le Gabon. Il aime son intérêt particulier. Parce que si tant est que M. Ali Bongo connaissait le Gabon et les Gabonais, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, c'est pour dire simplement, vraiment, corrigeons d'abord la première erreur. Et la première erreur, c'est Ali Bongo Ondimba. La suite, vous verrez. Pour terminer, justement, toujours sur les erreurs. Je suis surpris de voir, lorsqu'on parle de fortune des anciens de ce pays. Mais ceux qui ont fait fortune là, dans l'émergence. J'ai vu dernièrement, vous parliez de Facebook tout à l'heure, des images qui m'ont complètement ahuri. Un parking avec des voitures rutilantes et tout chez un fonctionnaire de la République, dont je ne sais pas s'il a eu quelque part un héritage qui lui permette d'avoir autant de biens et autres en l'espace de 4 ou 5 ans. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que simplement, c'était la République, pousse-toi que je m'y mette et que je m'en mette un peu plus dans les poches. Pour terminer, M. Pambo, je voudrais vous dire, juste pour attirer votre attention, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui a une idée très bien, de vouloir effectivement faire une belle école qu'elle a faite ruban vert, à Gros Bouquet, enfin batterie 4, qui a coûté pratiquement 30 milliards de francs CFA. Et je pèse mes mots. 30 milliards de francs CFA, une école en fait qui est réservée pratiquement aux étrangers. Parce que combien de Gabonais, il y en a quelques-uns qui y vont, mais combien de Gabonais seraient capables de payer ce qu'elle demande, n'est-ce pas, pour son école? Quand à côté, l'école de Gros Bouquet 4, école publique de Gros Bouquet 4, a un problème de latrine, a un problème d'arrivée d'eau. À côté, même pas 500 mètres, à côté, là, il y a 30 milliards d'investissements dits privés. Je ne sais pas où il a trouvé 30 milliards, c'est parce que c'est même pas un crédit. Et puis à côté, il y a l'école de Gros Bouquet 4, qui manque du nécessaire. Mais c'est ça, là, qu'il faut effectivement dénoncer. On est en République, et la République, elle est faite pour tout le monde. L'école Ruban Vert, c'est un investissement privé ou c'est l'État gabonais? Non, Ruban Vert est une école privée. C'est une école privée. Mais autant d'argent dans une école, autant d'argent dans une école, mais justement, c'est un investissement privé. Mais j'aimerais savoir où elle a trouvé les moyens de pouvoir faire une école privée à 30 milliards, quand à côté... Oui, vous ne croyez pas, M. Nzé? Non, mais vous ne croyez pas? Moi, avec toute bonne foi. Non, est-ce que vous ne croyez pas? Mais moi, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Moi, sur les montants que vous avancez. Bon, d'accord. Mais ce n'est pas... C'est pas ça le plus important. Non, mais pourtant, c'est très important. C'est important. Non, c'est important. D'accord. Parce qu'en termes d'éducation nationale, vous savez, il ne faut pas être injuste. Si nous voyons nos enseignants et nos enfants se battre dans les écoles parce qu'ils ont envie d'apprendre et qu'à côté, on leur mette un investissement aussi important, c'est inique et c'est injuste. Ah ben ça, c'est inique et c'est injuste. Donc voilà, moi c'est juste pour vous dire cela, parce que vous m'avez ensuite interpellé sur quelque chose, c'est M. Nkoulou qui m'a interpellé. Avant que je vous pose la question, terminez rapidement. Non, justement, c'est important justement sur l'acte de naissance, M. Nkoulou. Vous avez dit que Nantes a décidé, il y a eu un acte de naissance. Je vous le dis, il n'y a aucun acte de naissance à Nantes. Et je le dis de la manière la plus certaine qui soit, il n'y a aucun acte de naissance à Nantes. Il y a une déclaration de naissance, celle que vous avez lue dans Le Monde, n'est-ce pas? Celle que vous avez lue dans Le Monde. Il n'y a pas d'acte de naissance. Monsieur Ali Bongo Ondimba ne peut pas aujourd'hui nous faire la preuve que sa filiation est certaine et qu'il est né à Brazzaville le 9 février 1959. Il ne peut pas. Et s'il le pouvait, ils auraient montré ses papiers depuis longtemps. Donc, il faut que les choses soient claires. Vous savez, nous sommes Gabonais tous. Nous sommes Gabonais. Et nous voulons le bien de notre pays.
Si nous avons à la tête de l'État quelqu'un qui n'est pas capable de pouvoir nous Monsieur prouver sa filiation, ça fait mais comment voulez-vous la même chose. Que nous puissions avancer je voudrais quand le chef de l'État gabonais n'est même pas capable de pouvoir le faire? Je voudrais simplement faire 3 observations de taille. La première, c'est que autant j'aurais pu éprouver une quelconque compassion lorsque vous avez dit qu'il faut sortir du débat politique des éléments privés et personnels qui peuvent causer quelques dommages aux familles, autant depuis un moment vous êtes accroché sur ce chapitre-là. Parce que quel que soit le pays du monde où vous gérez, non, monsieur Ngodjou, quel que soit le pays du monde où vous gérez, vous êtes Ngodjou, vous n'êtes pas logé à la même enseigne, je reprends l'expression, des gens qui vivent dans le MAPAD. Si vous faites un investissement aujourd'hui, vous le ferez à la hauteur de vos moyens. Il revient à celui qui va le contester de prouver que ces moyens ont été usurpés, distraits ou sortis d'un financement qui n'est pas légal. Tant que ce n'est pas fait, vous portez atteinte à l'honorabilité d'une tierce personne qui ne s'exclut pas dans ce débat. Et c'est une chose... Oui, non, s'il vous plaît, je crois que donc, vous ne pouvez pas. Et c'est ça les contradictions qu'on observe dans l'opposition. Vous affichez une intention, mais vous êtes premier à ne pas la considérer. Et ensuite, vous avez dit, concernant le prince Sadji Gabo Emergent, qu'il y avait d'excellentes choses à l'intérieur. Et puis, de façon tout à fait paradoxale, vous dites ça ne pouvait pas marcher parce que c'est le président de la République. Mais enfin, je voudrais vous poser une question. Parce qu'il n'a pas... Je voudrais simplement m'interroger. Il fait mal son métier. Le simple bon sens, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez, vous, des hommes intelligents qui font des choses médiocres? C'est extraordinaire. Quelqu'un a le génie de proposer un projet de société extraordinaire, mais lui, il est médiocre. Il ne marche pas. Vous croyez que c'est un peu de bon sens? L'autre troisième élément que je souligne, troisième élément que je souligne, c'est par rapport à l'offre politique. Vous savez, à 4 mois d'une élection, donc de toute évidence, Ali Bongo est candidat. Il l'a dit. Et ensuite, sur le plan juridique, il est candidat. Je crois il n'est pas encore candidat juridiquement. Au lieu de vous attarder sur ces éléments annexes, l'offre politique dont tout le monde se targue d'avoir, c'est sur cette offre politique que les Gabonais vont vous juger. Et non pas sur les éléments extra-politiques à tout bout de champ, on le sait à longueur de temps. Pourquoi voulez-vous qu'on se cache derrière une offre politique? Monsieur Paul Maringo, on va évoluer dans le débat. On vous a longuement entendu sur ces questions. On va essayer de continuer, bien sûr. La thématique est axée sur la déclaration du médiateur de la République, même si on va revenir prochainement sur ce plateau sur un point que vous avez soulevé en rapport avec l'enrichissement exponentiel de certains acteurs politiques qui sont dans notre pays. On se rappelle quand même qu'il y a une vingtaine ou trentaine d'années, certaines familles célébraient des milliards dans notre pays. Bon, aujourd'hui, qu'on s'étonne que certains affichent leur richesse, c'est quand même... Surtout qu'on a vu des entreprises... C'est condamnable. C'est ce qui se passait dans les années 80-90 quand certains fêtaient les milliards. Mais on ne peut pas critiquer en 2016. C'est Omar Bongo qui disait que le Gabon était un pays de verre. On ne peut pas critiquer en 2016 si on ne critique pas ce qui se passait aussi avant. Ah non, moi j'ai pas vu des acteurs de l'opposition dire dans les années 80, mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui... Mais monsieur Pambo, pourquoi voulez-vous que je revienne sur 1980 et pourquoi lorsque j'ai 2016 et que j'ai besoin d'avancer avec 2016 et après? Donc on doit absoudre tous ceux qui ont participé à le pays droit contre le mur. Si vous me permettez, vraiment, excusez-moi, je vais vous prendre une minute. Tout à l'heure, sur le problème de l'acte de naissance. Encore. Non, excusez-moi. Permettez-moi. Vous comprenez pourquoi je vous demande de me laisser une minute là-dessus. Voilà que depuis une semaine, mon épouse fait l'objet d'une citation directe à comparaître pour diffamation envers le chef de l'État. Diffamation parce qu'elle aurait dit que M. Ali Bongo Ondimba n'a pas de papier et de la déclaration qu'elle a faite le 19 mars 2016. Voilà le chef de l'État, n'est-ce pas, à qui nous demandons de prouver quelque chose, qui descend de son piédestal pour aller porter plainte à quelqu'un qui n'a fait que dire
la vérité. Non, vraiment, je vous pose une minute. Moi, je vous sur prends ce, 30 sur, secondes sur ce, pour sur vous ce poser point-là, un simple principe de oui, droit. Lequel? Est-ce que vous savez comment on qualifie la justice ou c'est tout à la victime de faire la démonstration de son innocence? Mais vous savez comment ça se qualifie? C'est-à-dire? Je vous considère vous comme coupable et c'est moi. Ensuite, je vous demande de faire la victime, de faire la preuve de votre innocence. Non, coupable vous de quoi? pensez, non, très honnêtement. Le principe de droit, c'est que c'est un principe de droit. J'estime que M. Ngonjou de la faute n'a pas telle référence. Oui. Et ensuite, c'est à lui de me prouver qu'il a. C'est à moi de prouver que M. Ngonjou n'a pas telle référence, la preuve est là. Or, mais si vous l'affirmez, je suis en droit, moi, de me sentir, à la limite, je dois dire, humilié. Et mais je suis effaré. Pourquoi je suis effaré parce que je suis toujours dans mes 30 secondes, dans mes 30 ou 45 secondes qui restent. Vous dites qu'il faut sortir les faits personnels. Vous ne pouvez pas. Mais non, je suis effaré. Non, je suis effaré parce que je suis effaré. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous êtes prompte à défendre le fait que lui puisse porter plainte. Et que quand les Gabonais, n'est-ce pas, veulent porter plainte contre lui parce qu'il a fait un faux et il n'a pas la capacité de prouver sa filiation, là, il faut mettre ça de côté. C'est un débat personnel, ce sont des attaques personnelles. Pourquoi lui, il va porter plainte, n'est-ce pas, et on ne peut pas porter plainte contre lui? Ça, c'est un fait totalement injuste et surtout qu'en plus, c'est le chef de l'État. Il a le devoir d'exemplarité. Il a le devoir d'exemplarité. Et il n'a même pas. Ici, les plaintes qui ont été placées en Gabon parce que. Et en France. Du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature en France? Est-ce qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature en France? Les plaintes qui ont été déposées sur le territoire français, vous avez été débouté. Il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes, on va évoluer. Écoute, je vois l'avocat de votre époux s'activer sur les réseaux sociaux, mais c'est devenu... Il a été débouté de quelle plainte? Écoutez, qu'est-ce qui lui a été répondu par le tribunal? Non, dites-moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui lui a été répondu par le tribunal? Mais le tribunal, justement, lui a donné raison pour aller prendre... Le procureur a publié du code. Sans éléments valables venant de lui, le procureur n'est pas le tribunal. Mais le procureur n'est pas le tribunal. Vous parlez du droit. Et le procureur a reconnu justement que les faux ont été faits au Gabon. Ne nous écartons pas du débat. On revient sur la déclaration du médiateur de la République. On va essayer d'évoluer. Il y a un jour de cela, c'était hier, je crois, le Conseil national de la démocratie a tenu une session plénière extraordinaire qui avait pour objectif de proposer à la classe politique, mais également à la société civile, un code de bonne conduite, avec la signature d'une charte, une charte d'obligations notamment et de devoirs pour les acteurs politiques, mais également pour la société civile et les journalistes. Michel Filimdé, la démarche initiée par le Conseil national de la démocratie est-elle bienvenue dans ce contexte de surchauffe dans notre de raidissement du discours au sein de la classe politique nationale? Vous savez, tout est bon à prendre aujourd'hui pour calmer un peu le jeu. Je pense que le CND ne fait qu'ajouter sa voix à beaucoup d'autres qui appellent justement ce qu'il y ait un peu plus de sérénité. Mais que voulez-vous quand des grands garçons qui se comportent en grands gamins continuent à se balancer des invectives, des pamphlets et n'importe quoi, quel sujet à la tête? Est-ce qu'ils pensent vraiment à l'intelligibilité de leur discours par les populations? Parce qu'en définitive, ce n'est pas M. Ali Bongo qu'il faut confondre. C'est les Gabonais qu'il faut convaincre. Je crois qu'ils ont perdu cela de vue. Aujourd'hui, c'est une guerre, une bagarre, une guerre de coq. Chacun sort de sa petite surenchère. Il y a M. Moukaï Wangou et M. Ondosa qui demandent la destitution du président, qui veulent mettre le Parlement en demeure de destituer le chef de l'État. Bon, bonne chance. Je leur souhaite le plus grand succès possible. Ils vont en appeler au peuple. Là aussi, je leur souhaite bonne chance. Mais revenons à des choses tout à fait concrètes. Au jour d'aujourd'hui, nous savons bien que par ailleurs, dans d'autres pays où ces genres de problèmes se sont posés concernant les origines, les filiations, ça n'a jamais débouché sur rien de bon. Par ailleurs, compter sur une insurrection populaire de type burkinabé, le Gabon n'est pas le Burkina. Et que même si on prenait l'exemple burkinabé, je crois qu'aujourd'hui les Burkinabés ont la gueule de bois parce que leur évolution a accouché d'un des meilleurs amis, sinon des meilleurs compaoristes possibles, qui est aujourd'hui à la tête du Burkina. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à ça.
quand ils ont démarré leur insurrection, leur révolution, la société civile qui est d'ailleurs très énergique là-bas au niveau de Burkina, jamais ils n'auraient pensé qu'envoyer M. Marc Kaboré à la présidence de la République. Souvenez-vous que M. Marc Kaboré arrivait dans les valises de la révolution Sankara et Compaoré. Code de bonne conduite du Conseil national. Mais le code de bonne conduite va tomber plat. Est-ce que vous pensez que c'est un gadget? Est-ce que vous pensez que les acteurs politiques gabonais sont capables de pouvoir l'intégrer, l'assimiler? Je vous dis tout de suite que d'abord, beaucoup d'entre eux ne reconnaissent pas la légitimité du CND. Et que par conséquent, ils vont se limiter au contenu, c'est-à-dire à la structure qui envoie le message, non pas à la teneur du message. C'est un peu comme l'adage dit quand tu montes la lune à quelqu'un, lui, regarde ton doigt, le regarder la direction là où tu vas. Donc certains ne vont pas se plier à ça. C'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de ce discours, ce genre de discours-là. Qu'il y ait des gens qui se tiennent un peu, qui se comportent en adultes et qui arrêtent un peu de tirer dans tous les sens. Quel est le problème aujourd'hui qui intéresse les Gabonais? Arriver à une élection apaisée, que M. Ali Bongo ait été ou soit le pire président que le Gabon ait eu, les Gabonais sont suffisamment, les électeurs gabonais décideront. Et qu'en définitive, aujourd'hui, je pense que la classe politique ferait bien de dire, entourons-nous des meilleures précautions possibles. Appelons à l'Union africaine, appelons à tous ceux, un peu comme disaient certains, appelons les amis du Gabon, ceux-là qui nous aident un peu à garantir la transparence, l'objectivité de cette élection. Je pense que le chef de l'État, à travers le gouvernement, a mis l'Union européenne à contribution. Et je crois que d'autres organismes régionaux également qui ont frappé à la porte vont être mis à profit dans le cadre de ce scrutin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cela. Comment garantir la transparence de ce scrutin et que le peuple tranche au lieu de se livrer justement à cette sorte d'escalade verbale qui ne peut que compromettre justement les conditions de la paix dans notre pays. Je pense qu'il y a un risque réel et que cet appel-là véritablement tombe bien à propos, aussi bien que la déclaration. Paul-Marie Ngondion, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, parti radical de l'opposition gabonaise. Est-ce que l'Union nationale souscrit à cette démarche du Conseil national de la démocratie? Le code de bonne conduite. Je n'ai pas parcouru le document, mais je dirais qu'un code de bonne conduite, par essence, permet effectivement à ceux qui sont des protagonistes de savoir comment se comporter dans certaines situations. C'est bateau, c'est normal, mais ce n'est pas parce qu'on aura sorti un texte que cela fera en sorte que la bonne conduite se fera. Mais tout à l'heure, M. Nzé m'a grandement surpris parce que lorsqu'il parle des hommes politiques comme des grands garçons, des grands gamins, c'est très insultant pour les hommes politiques. Vous dites qu'ils se comportent comme des grands gamins, je pense que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas dire. Parce que les hommes politiques sont des personnes responsables et ils ne font pas de la politique juste pour s'amuser. Ils ne font pas de la politique parce qu'ils ont envie de faire de la politique. Ils le font parce qu'ils ont aussi une vision du Gabon. Ils ont aussi une contribution à apporter dans notre pays. Et parce que sans les hommes politiques, il n'y aurait pas de politique. Et la politique, c'est celle qui gère la cité. Donc je pense qu'il faut éviter d'avoir des propos de ce type, grand gamin. Ce n'est pas correct pour les hommes politiques. Qu'ils puissent faire des erreurs, c'est normal. Ce sont des êtres humains. Qu'ils puissent effectivement parler comme vous ne le pensez pas, c'est normal. Dans les échanges, vous avez votre façon de voir les choses, eux aussi. Donc, gardons-nous effectivement de certaines choses parce que ça fait partie de l'escalade. Vous dénoncez l'opposition. Non, comprenez-moi. Laissez-moi terminer une minute, monsieur. Je vous assure que ceux qui ont fait le plus de mal à l'Afrique, et plus particulièrement au Gabon, les intellectuels, ce sont les hommes politiques. Ceux qui ont fait le plus grand tort à l'Afrique, ce sont ces politiciens. Au jour d'aujourd'hui, moins d'hommes politiques qu'il y aura, mieux ce pays se portera. Monsieur Nzé, vous savez, non, ça c'est un discours populiste qui passe bien parfois quand on le dit de cette manière-là. Mais il faut savoir que la politique, c'est ce qui gère la cité. Si vous acceptez d'être géré par des politiques,
C'est parce qu'il faut faire de la politique, parce que la politique, c'est comme moi, je vous gère, je le gère, dans chacun dans sa diversité. Mais c'est normal, nous sommes les êtres humains, mais les cataloguer comme vous l'avez fait tout à l'heure. Non, mais je veux dire, certains véritablement se comportent en gamins. Je ne pense pas que tous ne sont pas des gamins. Je ne pense pas que ce soit bien de faire. Non, il ne faut pas dire que parce qu'on fait en politique, on est sanctifié, on est grand, on est intelligent. Non, il y en a qui sont mauvais. Il faut qu'on le leur dise. Mais dites qu'ils sont mauvais. Mais oui, non, dites qu'ils sont mauvais, mais sachez que ce sont des personnes responsables, des personnes qui peuvent commettre des erreurs. Je ne vous permets pas de me le dire parce que j'ai suffisamment observé le mot gabonus, le mot politicus gabonus pour savoir exactement qu'il y en a de très bons. Il y en a ceux qui sont mis par l'intérêt général, il y a ceux qui sont très intelligents, il y a certains qui sont obtus. Mais vous le verrez aussi dans d'autres pays. Mais justement, dans d'autres pays aussi, vous le verrez. Je l'ai dit donc c'est pour ça que je dis, non, c'est pour ça que je dis non. Il faut aussi, vous êtes analyste politique, vous êtes homme de presse, vous avez aussi le devoir d'orienter ceux qui vous écoutent. Et si vous les orientez, il faut les orienter de manière à ce qu'eux puissent savoir je préfère le terme éclairer, pas orienter. Voilà, éclairer. Je préfère éclairer. Je respecte les hommes politiques qui travaillent dans l'intérêt du pays. Mais c'est important parce que ce sont pour un nombre d'entre eux qui se battent au péril de leur vie. Parce que nombre d'hommes politiques ont perdu la vie, justement, comme les journalistes. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, aucun journaliste inquiété. Je l'ai noté. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a eu des journalistes qui ont été inquiétés dans ce pays. Non, je parle d'aujourd'hui, je parle depuis 5 ans. Mais même depuis 5 ans, j'ai des exemples. Vous avez un d'Écho du Nord qui a passé quelques jours arrivé au terme de l'émission. Il faut que je passe la parole à Pascal Koulou pour conclure. Michel Philippe, c'est bon, on vous a entendu. Michel Philippe, on est sur un plateau de télé, je ne peux pas vous dire. On vous a entendu, je voudrais... Vous avez dit quelque chose. Non, on ne peut pas. On n'a plus de temps. Je vais demander à Pascal Koulou. Michel Philippe. Avec les anciens. Merci beaucoup. Pascal Koulou, le code de bonne conduite proposé par le Conseil national de la démocratie, qu'en pensez-vous? Ensuite, ce sera la fin de l'émission. Oui, ça paraît paradoxal parce que l'essence même du Conseil de la démocratie, c'est un regroupement de ceux qui concourent à l'expression politique dans notre pays. Bon, lorsqu'ils élaborent un code de bonne conduite pour le proposer aux autres acteurs, aux acteurs politiques, c'est à croire qu'eux-mêmes n'en sont pas. C'est à ce niveau que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas au Gabon, ça va peut-être déplaire à M. Gonjou, en train de faire un jeu, oui, en train de faire un jeu où l'objectif global, c'est effectivement de créer dans l'esprit des Gabonais une situation de psychose, de nature à ce que non seulement on ne croit plus au discours politique, mais en même temps qu'on sorte de ce qui devrait aujourd'hui caractériser l'essentiel, c'est-à-dire nous allons vers une élection importante, c'est les élections présidentielles. Je suis d'accord qu'un code de bonne conduite signé par les acteurs politiques, ça supposerait quoi? Aujourd'hui, l'essentiel de l'actif politique en ce qui concerne les élections au Gabon est fait de telle sorte que c'est à parité. La CENAP, c'est à parité. Donc, le code de bonne conduite susciterait quoi? Susciterait ce qu'aujourd'hui, nous serions dans un univers où les uns et les autres ne sont pas conscients de l'éthique, donc de la responsabilité morale qui devrait nous interdire par rapport à notre culture. C'est la contribution du Conseil national de la démocratie je dis, c'est justement rappeler la nécessité de consolider la démocratie d'œuvrer pour la paix. Oui, mais c'est comme si dans tous les carrefours, on met des feux rouges, mais je crois que les automobilistes avertissent qu'à un carrefour, il faut ralentir. On aura le temps de revenir sur cette thématique. Paul-Marie Ngonjo, merci d'être passé ce soir sur l'édition spéciale. Merci à Michel Philippe, merci à Pascal Koulou. Nous avons donc parlé. Merci aussi à mes contradicteurs. On aura l'occasion de revenir sur il faudra en faire un peu plus souvent. Il faudra en faire un peu plus souvent avec ceux de l'opposition. Bien sûr, nos antennes sont ouvertes à tous les acteurs politiques dans notre pays. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur notre chaîne préférée.